Tiers Livre, chaîne littérature, vous savez que c'est aussi mon journal privé, personnel. J'appelle carnet privé et je demande que c'est seulement ceux qui sont abonnés à la chaîne qui le regardent. Vous pouvez vous abonner, bienvenue quand même. Le principe de ces carnets, des mini-séquences que je numérote depuis le début, que j'empile, et on va voir où ça va, une fois de temps en temps. Par exemple, ce qui est formidable dans YouTube, c'est les retours. Ça m'excite autant que dans les premiers temps où on faisait du blog avec tous les commentaires qui s'empilaient. Sur YouTube, on retrouve cette interactivité. Je voudrais même attaquer un peu, faire du direct. Mais bon, chaque chose dans son temps. Mais il y a toujours des curieux. Qu'est-ce qu'ils font, les curieux? Ils regardent les petits détails. C'est-à-dire, ils ne regardent pas ma tête. Je ne sais même pas s'ils écoutent ce que je dis. Ils regardent ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à droite, les petits trucs. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ce livre 3 Day Energy Fast? Alors, à la personne en question, j'ai dit, je te répondrai dans mes vidéos. Parce que dans mes étagères pour Tiers Livre Éditeur, mes bouquins à moi, que vous me faites la gentillesse de me commander les livres, pour les stocker, il faut toujours les stocker en compression. Donc dessus, je mets des livres qui font un tout petit appui, mais comme ça, je sais qu'ils restent nickel, impeccable. Bah ouais, c'est un jour, je crois que c'est en 2013, en se promenant dans Brooklyn, dans les hauts de Brooklyn, c'est-à-dire entre les hauts de Brooklyn et le quartier qu'on dit Red Hook, où maintenant il y a un Ikea, tout ça. Mais tout ça, c'était la promenade quotidienne de H.P. Lovecraft dans son année 1925 à New York. Vous savez que pour moi, en ce moment, c'est un thème de travail. Et bien, sur une pierre, là, dans un carrefour, il y avait 3 ou 4 livres posés. Alors évidemment, pour nous, aujourd'hui, cette circulation des livres, ces boîtes à livres qu'il y a partout, ça fait partie du quotidien et c'est un objet de réflexion. Bon, plusieurs fois, ça traverse ici. Et bien là, sur une pierre, il y avait 4 livres posés. Je ne sais pas pourquoi, ni où, ni comment, si c'est quelqu'un que vous avez récupéré d'une poubelle ou juste passé à côté, ou juste si simplement c'était geste de poser. Et comme c'était sur le trajet quotidien de Lovecraft, ce livre qui était là, je l'ai pris. C'est pour ça qu'il est un peu jaune, c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire dans les miens. C'est un de ces livres de développement personnel, comme il y a tant. Nettoie ton corps, lave ton esprit, revendique ton âme. 3 grandes sections, et c'était écrit par quelqu'un qui s'appelle Pamela Serrure. Alors je ne sais pas si c'est un nom hispanique, serruré, etc. Mais enfin, il s'appelle Pamela Serrure pour les trucs, ça me fait. Et bon, donc j'avais pris ce livre et je l'ai toujours gardé, un peu à cause de Lovecraft, beaucoup à cause de New York, un peu à cause de ces trucs de livres qu'on pose, que quelqu'un prend, reprend, ramène de l'autre côté du monde, avec ce mystère aussi que non, je ne l'ai jamais lu. Je me suis promis qu'un jour je le lirais. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte pas? Donc, merci à celle qui l'a remarqué comme, hop là, entassement de mes stocks de livres, parce que tout ça, évidemment, dans nos petites niches, c'est du symbolique, n'est-ce pas? Suivant. Alors, il m'est arrivé un drôle de truc ces jours-ci, une invitation. Alors, c'est une drôle d'invitation, parce qu'il s'agit d'aller de l'autre côté du monde, mais dans cet autre côté du monde que je connais déjà, aller dans un bout de cet autre côté du monde, et même quitter ce bout de l'autre côté du monde, le fleuve, et puis partir dans une île, et ce serait 5 jours. Et alors, en même temps, je vois bien ce paysage, comme ce paysage compte pour moi. L'île d'Anticosti, vous connaissez Anticosti, c'est pas Anticosti, c'est une île juste à côté. Mais en même temps, cette perspective, comme pour nous, Européens, comme elle représentait cette espèce de rêve d'un autre côté, et puis bon, plein d'autres choses. Et puis évidemment, vous serez au courant quand ça se produira dans 3-4 mois. Mais tout d'un coup, je paniquais parce qu'il y avait l'envie d'y aller, parce que professionnellement, c'est vachement intéressant, c'est un beau défi, pas financier, question humaine de recherche sur question aussi de transmission d'écriture, c'est question aussi de témoignages, récits. Et puis, mais il y avait ce truc tout d'un coup que 5 jours sans internet, je ne sais même pas s'il y a d'électricité. Alors l'électricité, on peut s'en dispenser, je peux avoir un stock de petites batteries, même là dans mon petit sac à poussière, des batteries de secours, il y a de quoi tenir 4-5 jours. Ça coûte 10 balles l'une, une batterie vous suffit pour une journée de tournage. Pour l'ordinateur, c'est plus compliqué. Mais soudain, je découvrais que j'allais passer 5 jours. C'est pas la question de vivre 5 jours sans connexion. Ici, je passe des tas d'heures, des tas de moments, pas des jours sans connexion. Mais
sans la possibilité de se connecter. Puis tout d'un coup, je paniquais. Je dis, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça me fait rien de m'impliquer complètement dans des expériences de terrain comme là. C'est la parole et tout. Le numérique, c'est le contexte, c'est la propulsion. C'est pas l'instant là où on est en train de faire ce truc. Et puis tout d'un coup, je sais, mais qu'est-ce qui se passe en moi pour que la perspective d'être 5 jours, non pas dans un refus de connexion, cruiser, finalement, c'est pas si difficile. C'est la question de se dire que même pas la possibilité de se connecter. Bon, évidemment, après, ça se classe, on se dit, bon, c'est bon, je vais y aller quand même. Suivant. On ne peut pas s'attarder sur ces choses. L'idée, c'est ça, c'est de prendre des choses un peu dangereuses, un peu risquées, un peu sensibles. On est dans le personnel, le privé, pas l'intime, le privé. Il y a quelque chose là où moi, j'ai envie de danser sur la différence des deux. Mais plus c'est risqué, plus c'est sensible, moins il faut s'attarder. Donc, suivant. En ce moment, vous savez, je travaille beaucoup sur Gertrude Stein. Et en particulier, j'ai fait cette vidéo sur cet énorme truc totalement massif qui c'est The Making of Americans, qui est un livre. C'est ça le truc, si l'histoire de la littérature, même ce siècle-ci, n'était pas faite par des hommes, bon, Henry James et Joyce, etc., on les garderait, c'est nos copains, Beckett et Proust et tout. Mais Gertrude Stein, parmi eux, elle aurait une place aussi large qu'elle peut faire des coudes. Mais bon, il se trouve que le récit dominant de l'histoire laisse Gertrude Stein un petit peu derrière. C'est dommage parce que The Making of Americans, ça change la figure de la littérature, comme la recherche du temps perdu. Et puis, donc à San Francisco, alors sur Internet, j'ai trouvé pas mal de trucs, en Kindle et tout ça, donc la plupart des textes, je les ai en version numérique, mais ça, c'est fait à Stanford, et c'est Gertrude Stein Reader, et c'est dur aujourd'hui de trouver du Gertrude Stein, même dans les librairies US. Là, il y a tout un tas de textes qui sont des textes sur l'écriture. En particulier un que je me suis attelé à traduire, c'est un texte sur des textes sur la grammaire, dans le prolongement de How to Write. Et c'est un texte uniquement sur la notion de paragraphe. J'y reviens. Et puis, il y a aussi des choses dans l'écriture elle-même, où elle revient sur Making of Americans avec deux catégories. La première, c'est celle du présent continu. C'est-à-dire, écrire dans un présent continu, eh ben, c'est pas le flow, c'est pas le flux du monologue intérieur à la Virginia Woolf ou à la James Joyce. C'est une autre variation, parce que ce présent continu, ils disent, ce qui est terrorisant, c'est que ça oblige sans cesse à commencer. Chaque prolongement de la phrase est commencer. Et évidemment, il y a par exemple quelqu'un dans l'amphi avant-hier qui me dit mais alors on est dans l'illisible. Non, c'est-à-dire cette répétition, c'est presque bégaiement de Gertrude Stein, c'est une danse de syntaxe, mais une danse qui avance linéairement. Et tout d'un coup, avec cette notion de présent continu, bon, donc j'ai proposé aux étudiants qu'on travaille là-dessus. Et puis dans ce présent continu, elle a un deuxième truc, elle dit, la peur qu'il y a, c'est d'une part ce truc avancer, commencer. L'autre truc, c'est prendre ce qui vient, parce qu'il n'y a pas le temps. Donc, tout d'un coup, ce qui vient, on n'a plus le choix d'en décider. Et c'est comme ça qu'a été écrit ce Making of Americans. Alors donc, je fais comme je fais d'habitude, c'est-à-dire, je me fais du scan dans mes scans. Alors, là, sur présent continu, puis commencer, etc., je me fais, pour celles qui sont abonnés au site, le truc figure dans les petites fiches imprimables. Et puis 3 extraits. Un extrait que j'aime bien parce que c'est prendre 2 personnages en même temps, 2 filles, une plus jeune, une plus âgée, et puis tout d'un coup, je dis, pour changer l'ordre de la description, eh bien, je décris les 2 personnages ensemble, l'un par l'autre, l'autre par l'un, l'un par l'autre, l'autre par l'un. C'est Stein, c'est Gertrude Stein, c'est miraculeux. Un truc aussi sur la danseuse Isadora Duncan, c'est She's dancing, elle danse, elle pense parce qu'elle danse pour penser, elle accède à être parce qu'elle pense, elle accède à être parce qu'elle danse et qu'elle danse ce qu'elle pense, etc. C'est un texte incroyable. Et je fais mes petits exemplaires. J'aime bien quand même les étudiants qui aient cette espèce de base transcrite, etc. Ça n'empêche pas le numérique à tous les étages. Puis tout d'un coup, je vois l'imprimante qui sort.
Tout simplement parce que dans mon petit PDF, dans le scan en fait, j'avais eu une petite erreur et qu'il alternait une page blanche et une page totalement noire. Alors bonjour la cartouche d'encre au bout de 25. Donc je me retrouve titulaire de 25 pages entièrement noires à l'imprimante. Je pense qu'elle m'a zigouillé un tiers de cartouche laser rien que pour ça. Et pourtant, qu'il est beau, mon cas. Et ça résonnait avec Gertrude Stein dans ce texte que je traduis qui s'appelle Paragraphe. Ça commence par ce truc-là. Imaginez un paragraphe sans mots. Un paragraphe sans mots? Ben ouais, mais tout d'un coup, sans faire exprès, l'erreur m'avait fait un paragraphe sans mots. Est-ce que... Alors après, elle prend d'autres trucs. Elle dit, imaginez un paragraphe qui se déplace. C'est-à-dire, le texte transmet de l'information. Le texte moving information. Et le moving, Kenneth Goldsmith joue beaucoup avec ce truc-là. C'est un des intraduisibles de la langue. Il y a ça aussi chez McLuhan, Understanding Media. Moving information. Donc elle dit moving paragraph. Elle se fout de notre gueule. Elle dit, ah non, vous dites que les paragraphes ça bouge pas, mais peut-être qu'ils se déplacent pas assez vite. Regardez mieux si le paragraphe se déplace lentement. Un moving paragraph. Et puis après, elle se rebalance elle se refout de notre gueule encore une fois. Et elle dit, mais vous savez, peut-être que le paragraphe il bouge pas, mais le fait d'avoir imaginé paragraphe sans mots et le fait d'avoir imaginé moving paragraph, eh ben quel bon exercice pour se rapprocher de la langue et penser la langue. Alors là, je ne sais pas quoi en faire de mes 25 pages noires. Évidemment, le plus simple, ce serait d'écrire en blanc dessus. Mais de toute façon, moi, je n'écris pas sur papier. Simplement, j'ai fait un livre noir. Un livre... Ça fait 3 jours que je vais avec. Je vous donnerai les nouvelles de ce qu'on va en faire quand j'aurai trouvé. Suivant. Vous savez, dans ces vidéos, il y a toujours l'idée de partager celle que je suis. Si vous allez sur la page d'accueil de cette chaîne YouTube, vous verrez à droite, il y a une petite colonne à recommandations. Et dans cette notion de journal, bon, moi là, c'est un journal intérieur, j'ai mon vlog extérieur, tout ça, c'est des catégories où chacun travaille selon sa propre configuration. J'en regarde beaucoup le journal d'un copain qui s'appelle Michel Brosseau, qui habite à Orléans, donc à 120 km de moi. Lui, c'est tous les jours une petite minute, avec le dimanche une compile des 6 minutes de la semaine, et puis sur une image, ce qu'il voit de sa fenêtre, un bout de jardin, un truc voiture en conduisant. Donc une pratique d'image qui me touche, qui est aussi globalement si proche de la mienne. Il rajoute une voix off, une voix intérieure, et parle de ce truc. Alors là, c'était tout simple. Les voisins, dans son lotissement, exactement ce que je vois de ma fenêtre d'ailleurs, pareil, on est dans les bords de ville, on est tous des gens de bord de ville. Simplement là, on a le fleuve, la province, c'est autre chose. Donc, ces voisins étaient partis pour une semaine, et des gens venaient, une fois, tous les matins ou tous les 2 jours, ils supposaient que c'était pour arroser les plantes, puis nourrir 1 ou 2 chats, ou je sais pas quoi. Et tout d'un coup, il y avait une réflexion de Brosseau, mais je voulais juste en 1 minute, ce que moi je suis toujours incapable de faire avec les digressions permanentes, c'est-à-dire cette part d'intimité, c'est-à-dire ces gens qui viennent là, évidemment ils connaissent, c'est-à-dire doit être leurs amis s'ils viennent nourrir le chat. Mais on entre dans la maison, et la maison est une part immobile d'intimité. Il dit, on n'ouvre pas les placards, on s'en donne pas le droit, mais on sait que les placards sont des secrets. Puis moi, tout d'un coup, en écoutant Michel Brosseau, donc faire le journal de son truc, je dis, mais quand je pars de chez moi, qu'est-ce que je laisse dans... Bon, je n'ai pas de placard ici, j'ai un ou 2 tiroirs avec du vieux matos en stock, mais j'aime que tout soit exposé, et puis en même temps, elle est où l'intimité? L'intimité, elle est dans probablement certains fichiers de l'ordi, certains disques durs. Non, puisqu'il y a longtemps que tout ça se met en ligne sur les serveurs. Il y a des parts de mon site sur le serveur qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire, j'enlève les liens, je décoche les trucs pour que Google les archive pas. Et puis, donc, j'ai des bulles, mais mon intérieur est extérieur. Bon, c'est pas plus que ça. Après, je me dis, mais dans ces temps de numérique et d'internet, qu'est-ce que l'intimité sinon ce qu'on pense? Et là, on n'est plus dans le numérique. Elle est dans les livres qu'on lit,
bibliothèque, c'est un objet social comme un autre. Les carnets qu'on remplit, c'est notre travail d'écriture. Le travail, il devient intéressant quand on le met dans cet espace de publication, même quand à l'origine, il n'est pas prévu pour ça. Sévigné, Saint-Simon, les Hauteaux, pas plus que ça. C'est-à-dire se dire, est-ce que dans cet univers-là qui m'entoure, il y a une intimité qui se livrerait de façon différente à quelqu'un qui entrerait dans cette pièce en étranger, ou qui verrait mes petits post-it. Rendez-vous kiné, samedi 11h30. Bon, peut-être que là, il y a une part... Mais vous voyez, ce rôle de l'intime est si négligeable, en somme. Ça n'empêche pas la part privée, là encore, sur ces choses, mais quelque chose est en train de changer. C'est-à-dire dans ce qu'imaginait Michel Brosseau, de cette personne qu'il ne connaissait pas, entrant dans la maison vide que lui voit tous les jours, mais avec... cette vieille fascination qui est celle pour nous tous, l'idée de maison vide, maison abandonnée, et puis cette notion d'intimité, de traces de vie. Pensez à Malte, Lauritzbrigg de Rilke, quand il voit cette façade de maison démolie, et qu'en décrivant cette façade de maison démolie en 1910, il y a toute cette peau du monde qui vient épaisse, qui vient vous rejoindre, vous palper comme les mains, comme dans Malte, Lauritzbrigg, cette main qu'on voit sur le sol et qui passe comme ça le long, à ras du sol, le long des murs. Qu'est-ce qui serait de mon intimité pour quelqu'un qui visiterait ici ce qui est mon lieu de concentration de travail et qui est en même temps ce lieu de propulsion? Pas plus. Suivant, on y reviendra. Alors l'idée de ce journal, c'était qu'à chaque fois que je faisais une petite séquence, là je déplaçais le machin, tout ça. Bon, finalement, là je l'ai posé, je suis debout, c'est ça qui me change un peu. Je suis à côté, c'est l'endroit où je me mets pour jouer de la guitare avec le casque, c'est tout silencieux aussi, c'est un exercice intime. Je trouve que c'est important dans le numérique, c'est qu'on ait chacun aussi des activités hors numérique, c'est-à-dire dans nos activités, rompant complètement avec le numérique, il y a ces alternances ou ces coupures ou ces intérieurs de temps qui échappent totalement à la question propulsion de l'internet, de la publication, du soi exposé, comme Paris 8, Lionel Ruffel et Olivier Rosenthal ont publié une revue qui s'appelle Littérature exposée. C'est comme dans la mie de pain. Dans la mie de pain, il y a du vide. Alors, Lise éponge, mais c'est aussi la structure en éponge de l'univers. Il y a des poches. On est en structure de poche. Il faut que chacun, on est dans cet espace si complexe de la société algorithmique qui nous devine en tout et qui nous devine si bien, des espaces, des poches qui soient totalement hors du partage. Et ça, pour moi, c'est l'exercice de la musique. J'en ai deux des guitares selon les jours, c'est basse ou bas. Suivant, c'était juste une transition, je ne sais pas si je le compterais comme suivant ou pas. Donc c'était cet objet. Là, je me filme avec un objectif, ça j'en ai parlé plusieurs fois, un 24 mm fixe, mais qui devient en lui-même plus important que l'appareil photo. Et je le complète par un 85. Donc le 85, on a un champ beaucoup plus étroit, plus instable. Bon, celui-ci, c'est un truc dans les premiers prix, quoi qu'il soit quand même un 8. Mais d'ailleurs, c'est marrant, souvent, chaque fois que je vais sur Internet, je rêve un peu de m'acheter le même, mais plus lumineux, en 1.2. Et comme le jour, je regardais combien ça coûtait, où c'était, même si je n'ai pas les moyens en ce moment de partir là-dedans, et ben, quelques pages Internet que je regarde, des articles de presse, etc. C'est même pas la question de Facebook ou tout ça. Je trouve toujours les publicités pour ce putain d'objectif 85 1.2. La question, c'était ça. C'est-à-dire, quand vous shootez au 85, vous êtes beaucoup plus près des détails. C'est pas un téléobjectif. Enfin, la notion de télé, là-dedans, c'est encore à discuter. Mais c'est un truc où vous pouvez aller attraper une petite parcelle et tout d'un coup, ce que vous voyez devient beaucoup plus onirique. C'est séparé des bords. Il n'y a pas de cadre pour interpréter
ce qu'on voit au loin avec ce petit machin. Alors par exemple, quand je vais à Cergy, je fais un matin au 24, et puis après, je filme toujours les mêmes trucs, l'usine en démolition, le cimetière d'Achères, une espèce d'étang qui a été mis à sec, mais la flotte revient toujours. Enfin, bon, mes petits vissaillous à moi. Et donc le lendemain, je le fais au 85. Et j'ai eu ce truc-là, dire, mais l'impression que au 85, on voit beaucoup plus longtemps les choses. Or, si vous prenez la physique, vous êtes dans le RER, donc le temps dans lequel vous êtes l'usine abandonnée, c'est exactement le même que vous soyez au 24 ou au 85. Et pourtant, si vous êtes au 85, vous prenez un point plus loin dans l'angle et vous le suivez, vous le suivez, vous le suivez, vous le suivez, tandis qu'au 24, hop là, ça part comme ça. Et donc on a une impression mentale d'être en contact physique avec ce petit point qu'on observe, le défilement des tours de la Défense, beaucoup plus lent. Et donc tout d'un coup, ce qui me frappait, c'était de dire, si je change l'optique avec laquelle je vois le réel, ma propre temporalité, mon temps dans l'intérieur du temps linéaire du monde s'agrandit. Il suffirait que j'ai un objectif encore plus grand et je pourrais vivre encore beaucoup plus lentement dans une dilatation du temps parce que l'optique de mon rapport au monde est différente. J'ai appelé ça voir le monde en 85. Ça me travaille. Vous utilisez, vous, à 85 ? C'est assez bizarre à utiliser. Tout devient instable. Conquérir l'instabilité du monde. Je ne veux pas un 50. J'aurais un étudiant qui me dit ça. Bah, pourquoi je fais un 50 ? Bah, parce que c'est la vision humaine. Bah, non, la vision humaine, elle est comme ça, mais la vision des danseurs, elle est comme ça. La vision sorcière, sur laquelle on travaille tout le temps avec la périphérie rétinienne, là, je les vois mes mains, là, je les vois mes mains, là, je les vois mes mains. Là, je suis en périphérie rétinienne. Là, je suis encore dans le regard où je perçois mes mains, mais je commence à les percevoir par d'autres outils que la vision. Et c'est ça, la vision, que j'applique à ma perception active en travail du monde pour écrire ce vieux chose. De vieux choses, mais ça fait partie de notre logique. Suivant, il n'y en a plus que 2. Là, je suis dans mon courrier. C'est que j'ai reçu du ministère de la Culture qui m'emploie depuis 6 ans à cette école d'art dont j'ai parlé, un tout petit dépliant. Alors j'ai cru que ça s'appelle le petit guide du retraité, avec une jolie illustration. Alors quand j'ai regardé ça, j'ai dit chouette, un livre. En fait, non, le petit guide du retraité, c'est juste un vulgaire A4 plié en 2. Donc c'est vraiment petit guide pour la petite retraite, compte tenu que j'aurais été salarié seulement 6 ans dans ma vie. D'ailleurs, c'est parfait. Et c'était rigolo à lire, parce que, bon, une chose, un truc, mais le ministère de la Culture ne vous oublie pas. Alors c'est bizarre, parce qu'on a toujours Big Brother 1984. L'Internet ne nous oublie pas, Amazon ne nous oublie pas, Facebook ne nous oublie pas. Mais tout d'un coup, c'est votre patron. Le ministère de la Culture ne vous oublie pas. Est-ce que c'est une menace ? Ou est-ce que c'est « Oh, petit vieux qui t'en vas là-bas, lentement, avec ta canne vers la disparition définitive. Nous ne t'oublions pas, notre affection est avec toi. » Le ministère de la Culture ne vous oublie pas. La carte culture, ça c'est vachement important. Bon, enfin, allez là-bas de l'autre côté, c'est une petite carte pour les profs. Vous pouvez entrer dans un musée, si vous arrivez à Orsay ou à Beaubourg, vous avez envie d'aller voir juste un truc, vous passez même pas les guichets, les cartes culture, salut les potes. Et puis vous entrez, vous allez voir votre toile, vous repartez. Ouais, je m'en sers et c'est super. Même d'ailleurs quand on arrive dans certains musées régionaux, j'étais à Nantes, musée de minéralogie, vous prenez la carte, passez. Donc c'est bien la carte culture. Eh ben, j'ai découvert que la carte culture, je pourrais la faire renouveler, même ad libidum, tant que je pourrais... Waouh ! Je vais revoir des musées. Mais ça marche pas dans les musées US. La plupart des associations personnelles, etc., proposent, sous condition d'adhésion, bons de réduction, service photo, séjour, sortie, vacances, bibliothèque, emprunt de livres et DVD et chorale. Alors
après, si je suis vache, je leur dis d'accord, je viens toutes les semaines à la chorale, mais vous me payez le TGV, comme ça, à l'aller-retour TGV, je vais voir mes potes. D'ailleurs, ça me fait penser que depuis septembre, ils m'ont pas remboursé mes billets de train, enfin la petite part de billets de train qui m'ont... Bon, enfin, en tout cas, le ministère de la Culture ne m'oublie pas. Je vais faire chorale. Mais il y a cette histoire de fiction, c'est-à-dire comment l'improvisation même peut nous faire glisser dans la fiction. À un moment, comment ce passage à la fiction, il est simplement dans ce que je dis, et vous, peut-être, le rapport à l'écoute devient différent parce que vous imaginez, vous n'êtes pas dans une position d'écoute, mais une position de projection par rapport à quelque chose de très vague et incertain que je dis. Cette question d'incertain, pour moi, c'est toujours été un titre un peu fétiche. C'est quelque chose que pendant un temps, du temps des carnets, j'écrivais toujours sur la première page de garde des carnets, de l'incertain, suite de l'incertain. Je suis toujours dans ma suite infinie d'incertain. Et là, c'était lié aussi aux questions de vision, de difficulté, de vision, d'asymétrie dans l'affaiblissement de la vision. Bon, tout ça, peut-être l'an prochain, j'aurai du temps, je m'occuperai de réparer là-dessus, d'usure des verres de lunettes aussi. Ils vous vendent des lunettes où, évidemment, vous voulez payer 700 balles au lieu de 1200 balles parce que c'est pas remboursé, mais après ça c'est scam, ça se raye, etc. Et puis vous n'avez pas les 700 balles pour aller changer celle que vous avez, donc vous êtes en difficulté permanente de vision, ce qui n'est pas forcément surprenant pour quand on est dans une intériorisation du problème de la vision depuis qu'à l'âge de 5 ans ou 6 ans, il y a eu cette reconnaissance par les autres de la fiction qui était pour moi ma vision, d'où l'importance des livres. Je lis sans lunettes. Frère de commencements obscurs, rythme pendant qu'on lit, qu'on repose, qu'on croit réfléchir. Propagateur de rien qui veulent être quelque chose. Cette intimité du lire, non seulement ignore la problématique de vision, mais en fait, le flou qui vous entoure fait que l'intériorisation se passe directement par le rapport au texte qu'on lit. C'est notre avantage. C'était ça l'espace éventuel de la fiction. Je ne vois pas ce dont je parle, ou je vois mal ce que je filme. Par contre, l'habitude de l'ordinateur, ce grossissement, cette proximité de l'ordinateur fait que je peux travailler, y compris par le grossissement, sur ce qui se révèle de ce que j'ai vu, non pas au moment où je l'ai vu, mais par la médiation de l'appareil, la transposition dans le logiciel d'édition, Final Cut, et puis tout d'un coup, une profération du monde par ses sous-titres, par voix off, je suis beaucoup là-dedans en ce moment, mais tout simplement par l'autonomie de l'image, se révèle à moi comme étant ce que j'aurais pu voir si j'avais vu. Est-ce que c'est de la fiction ? Je sais pas, mais tout d'un coup, ce qu'on fait dans le monde en promenant, non pas ses yeux flous, mais l'appareil technique, fait que on ne voit ce qu'on traverse que dans le décalage temporel, l'immobilité, où on revient pour voir comment était le monde qu'on a traversé. Alors on comprend mieux peut-être ces fantômes, ces géométries, ces appels, l'envie de plonger, le vertige qui vous prend dans le monde. Alors, pour ce qui vaut bien, je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être que tout ça c'est intérieur, peut-être que la pulsion à se jeter, la pulsion de vertige, la pulsion à regarder, l'obsession qui nous prend au défilement des choses, tout ça, simplement, c'est ce travail intérieur qu'on commence, qui est déclenché par cette cinétique du monde, par cette évidence de la présence des choses. Je ne sais même pas si Rilke était myope. Rilke était peut-être pas myope, il aurait dû être myope. Tant c'est lui qui nous a initiés à cette question de la présence.
En tout cas, cette révélation rétrospective du monde qui le transforme comme fiction, précisément parce que dans l'immersion, le vertige, dans le mouvement même de se jeter, on ne voit pas. Mais que cette expérience même, on la sort de ses deux mains, comme autrefois on arrachait le cœur et puis qu'on le portait, et qu'on la transporte dans l'outil numérique pour qu'elle se révèle en tant que fable. À ce moment-là, elle peut exister en tant que fable, seulement en tant qu'image. Voilà, c'était ça mon rouage fiction pour ce journal-ci. Tu vois là, tu vois là. Tu vois là, tu vois là, tu vois l'écran, tu vois moi, tu vois, on est ensemble quand même. Attends, je vais quand même mettre mon micro là. Hop, je le dévisse, je l'approche. Il y a toujours des gens qui me rouspètent que je mets mon micro, mon rod en plein champ, mais audio-visuel, ce qu'il y a d'abord, c'est audio et visuel ensuite. Par contre, micro là, si tu es devant mon écran, ça ira pas. Si je fais comme ça, on va y arriver. On y va. Séquence mail que j'ai reçu. Ah ouais, c'était le salon du livre de Paris. Alors, j'ai reçu au moins 3 ou 4 mails. Tous les journaux, de toute façon, quand il y en a un qui fait un truc, ils font tous la même chose. Alors ça donnait « Bonjour, virgule, je suis journaliste à... et je prépare une enquête sur les revenus des auteurs. Machin m'a conseillé de vous contacter pour parler notamment de votre... ce que la change dans votre vie d'auteur, l'arbitrage temps, revenu. Il s'agirait aussi plus généralement de parler de la rémunération des auteurs et de la précarité. Serez-vous d'accord pour en discuter? Alors, le journalisme en général, ça va toujours assez mal, parce que je leur dis maintenant, moi je fais pas de téléphone, envoyez-moi des questions par mail. Là tout de suite, ils sont pas dit. Puis en plus, c'est des choses que j'ai tout le temps déjà travaillé ou rediscuté sur mon site, mais ils n'auraient pas été voir. Donc, le mot journaliste, c'est pas quelque chose qui nous emballe beaucoup aujourd'hui. C'est dommage. Enfin, disons qu'il y a un usage du mot journaliste qui correspondrait à l'usage du mot auteur, et avec les mêmes grands écarts. On ne va pas entrer là-dedans. Et ça a été marrant, il y a eu 3 échanges. Je leur dis, mais pourquoi vous voulez parler de ça alors que vous n'avez jamais parlé de mon boulot? Parlez jamais de mon site, parlez jamais de mes vidéos, et puis tout d'un coup, il faudrait parler de mes problèmes quand je vais à la banque parce que la fin du mois tombe le 10 du mois. Alors là, tout d'un coup, arrive une autre salve de questions. Comment se répartissent vos revenus entre droits d'auteur et revenus accessoires? Est-ce qu'un revenu est jamais accessoire pour nous assurer la liberté d'écrire, qui n'est pas accessoire, mais n'est pas une activité de revenu? Donc on n'était vraiment pas dans la même logique. Vous avez été l'un des pionniers de l'édition numérique. Comment se pose la question de la rémunération des auteurs sur le net? Alors quand j'ai le mot pionnier, là, je sors ça fait partie des marronniers aussi. Toi, t'es un vieux con, t'es un pionnier, t'as fait un site il y a 20 ans, moi j'apprenais encore à lire. En gros, c'est ça, mais simplement ça dispense de quoi? Dire, toi qui étais un pionnier de la conquête de l'Ouest, tu te sers encore de ton pistolet à 6 balles et de ton chapeau de cow-boy? Bah non, on fait un effort pour essayer de continuer d'être peu pertinent. Là, j'ai rendez-vous à Montréal fin mai, là, je travaille beaucoup sur un truc, ça s'appellerait 5 énigmes sur le surgissement du récit en contexte numérique. Alors je les ai, les 5 énigmes, mais j'ose même pas les envoyer à Marcello, parce que je dis, mais putain, si je lui envoie ça comme titre, ça va paniquer dans les faubourgs. Et pourtant, on est pionniers tous les matins, mais on est pionniers tous ensemble. Sinon, on serait plus dans une période de transition. Bon, je laisse tomber ça. Mais ne vous pouvez pas répondre aux autres questions, notamment sur la question... Ben non, j'ai pas répondu. Ah, bonjour. C'est une dame qui s'appelle Alexia Blayaka. Contact @speed-news.net. Vous connaissez, hein, speednews.net. Elle m'écrit « Bonjour, virgule, en surfant sur le net ce matin... » Elle était à Hawaï. « J'ai découvert votre établissement. » Putain, de grand établissement. 3 mètres sur 2, tierlivre.net. Attention,
payant à l'État français une cotisation forfaitaire, entreprise réseau, pour la cotisation foncière forfaitaire des entreprises réseau. C'est pas parce que je travaille juste dans l'espace d'un ordinateur portable qu'on va me dispenser des 400 balles annuelles. Ça en fait déjà un paquet de bouquins à vendre. Hein. On est mal barrés, les mecs. On est mal barrés. Bonjour, en surfant sur le net ce matin, j'ai découvert votre établissement. Je souhaitais simplement vous conseiller de le référencer sur terredesseniors.fr. Cliquez ici pour visiter le site, sur lequel vous aurez beaucoup plus de visibilité. Ce site est aujourd'hui le plus visité des plus de 50 ans, qui seraient justement fortement intéressés par votre établissement. Bonne journée, point d'exclamation. Alexia Blaillac, chargée de relations clients, passez-lui un petit coup de fil. Son numéro c'est 01 86 90 07 02. Je répète, passez un coup de fil à 01 86 86 07 02. Demandez Alexia Blaillac, dites-lui, je suis un senior. Je veux accéder à la visibilité des seniors. Inscrivez mon établissement sur Terre des Seniors. Et après, vous réfléchissez. Pourquoi elle me demande ça à moi? 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 Et merde, entre-temps, le micro était tombé. Pas rien, on va jouer avec l'autre. C'est de la ruse, la vidéo. C'est ça que c'est bien.